Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la première partie. Il y a une question qui me taraude depuis très longtemps, c'est de comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'enrichir au niveau individuel. On voit bien, en fait, que ce soit à travers le vote de l'extrême droite, que ce soit dans nos expériences propres, qu'il y a un petit problème à un moment donné. C'est-à-dire que les prix des appartements un peu partout, des maisons, a fortiori, explosent. On n'arrive plus à acheter. On ne vit pas vraiment beaucoup mieux. On a l'impression qu'on s'en sort pas. Comment c'est possible dans une économie où c'est censé se développer avec le numérique, avec l'IA a fortiori, etc., etc. Où est-ce que passe l'argent? Est-ce que c'est les riches qui capturent tout? Les ultra riches? Comment ça marche en fait? Et c'est des questions qui me taraudent, que j'essaie de comprendre parce qu'elles ont une importance essentielle en politique évidemment. Et mon invité du jour, qui est Antoine Fouché, qui a été directeur général adjoint du MEDEF, qui a été un conseiller de Xavier Bertrand, donc plutôt un mec de droite a priori, qui a été le directeur du cabinet de la ministre du Travail de 2017 à 2020, donc sous Macron. Il a sorti un livre qui s'appelle Le travail qui ne paie plus. Et ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, le travail ne paye plus, et quel est le problème et comment on peut le résoudre surtout. C'est une conversation que j'ai trouvée mais génialissime, que vous pouvez retrouver en vidéo sur YouTube intégralement. Je vous laisse l'écouter et la regarder du coup. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis ravi. Pour tout te dire, quand j'ai vu ton livre arriver, je me suis dit, c'est marrant, un mec de droite qui nous dit que le travail ne paie plus. Et je me suis dit ça parce que je me suis dit, un mec qui a été conseiller de Xavier Bertrand, qui a bossé au MEDEF, c'est forcément un mec de droite. Tu vois, de manière assez basique. C'est assez cohérent. Est-ce que c'est possible quand on est de droite? Est-ce que d'abord t'es de droite? Est-ce que ça veut même dire quelque chose d'être de droite aujourd'hui? Honnêtement, il faut poser la question aux gens qui se sentent de droite ou qui se sentent de gauche. Ouais. Moi, c'est vraiment un truc qui ça me parle plus du tout, les deux notions. Quand j'étais étudiant, je me sentais de gauche, mais très vite, à la lecture de Kundera, La vie est ailleurs, à la lecture d'autres d'historiens, François Furet, ça m'a plus parlé du tout. La droite m'a pas parlé non plus, mais je pense maintenant que c'est en fait quand quelqu'un dit je suis de gauche ou je suis de droite, il parle pas tellement de ce qu'il pense, parce que c'est quoi? Quelle gauche? La gauche laïque ou la gauche communautaire? Quelle droite? La gauche du travail ou la gauche des héritiers? Il y a tout. Ouais, je pense, en fait, quand on dit, me semble-t-il, je vais être un peu provoque, quand on dit je suis de gauche ou je suis de droite, en fait, ce qu'on dit, c'est je suis quelqu'un de bien. Voilà. Qu'on se sente de gauche ou qu'on se sente de droite, mais le gars qui dit je suis de droite, je suis un gars bien, et le gars qui dit je suis de gauche, je pense qu'il dit aussi je suis quelqu'un de bien. Bon, voilà. Donc je pense que et ça, ce sujet-là, je pense voilà. Moi, du coup, c'est les notions, honnêtement, me parlent, enfin, en tout cas, quand quelqu'un me dit je suis de droite ou je suis de gauche, ça me renseigne absolument pas sur ce qui est important, c'est-à-dire sur ce qu'il pense. Est-ce que, je te pose des questions un peu politiques au début, mais est-ce que Macron, il n'a pas joué sur le fait de rendre les cartes très floues? Parce que par exemple, j'ai eu cette discussion la semaine dernière sur Villepin, on disait c'est bizarre parce qu'on dirait que le mec est de gauche alors qu'il est de droite. Enfin tu vois typiquement. Ouais, mais parce que je pense que honnêtement les catégories au-delà de ce que je viens de dire, les catégories je pense sont plus opérationnelles. Hein. C'est-à-dire que ça permet pas de savoir ce que quelqu'un pense en disant c'est un gars de gauche ou c'est un gars de droite, parce qu'il y a tellement des manières d'être de gauche, tellement des manières d'être de droite.
Et même à l'intérieur de la gauche, ce qui est pire que la droite, c'est il y a plein de gens de gauche qui disent je suis de gauche, alors qu'un autre gars de gauche dit non mais toi t'es pas vraiment la gauche, t'es un social trade. Honnêtement, c'est plus confusant que éclairant ces notions-là. Donc ça s'applique à Villepin, mais ça peut s'appliquer à tout le monde, et ça s'applique à Macron aussi qui en a joué. Mais je pense avec plutôt une bonne intuition pour moi, qui était l'idée de dépasser justement la notion en disant je suis et de droite et de gauche parce que il y a des bonnes idées des deux côtés. Et ça, je pense des idées plutôt identifiées à gauche et des idées plutôt identifiées à droite, et ça je pense que ça reste vrai là pour le coup. Si je prends juste un exemple sur ce que moi j'ai fait au ministère du Travail en 2017, on a essayé de marcher sur deux jambes dans la réforme du marché du travail. Il y a une jambe, c'est dite plutôt de droite, on libéralise le marché du travail, par exemple en sécurisant les licenciements. Bon voilà, ça on dirait que c'est plutôt de droite. Et puis il dit ben oui, mais si on fait ça, il faut aussi qu'on équipe les gens pour que ce soit plus facile d'aller d'une entreprise à une autre, qui puisse plus facilement dire à un employeur je m'en vais parce que je suis pas content. Et ça, c'est de créer un nouveau droit à la formation professionnelle avec le CPF. Et ça, on dirait, c'est plutôt de gauche. Mais au ministère, on n'aurait jamais fait que les ordonnances ou que le CPF. Ça avait du sens de le faire ensemble. Et ça, je pense que le truc, cette intuition-là, de Macron et plein d'autres, elle reste juste, parce que, encore une fois, si demain il y a une politique qui fait que des trucs dits de droite ou que des trucs dits de gauche, elle ne résoudra pas les problèmes du pays. Alors on va rentrer sur le sujet de ton bouquin, le travail qui ne paie plus. Pourquoi tu dis et t'affirmes, c'est le titre du bouquin, donc, que le travail ne paye plus? Pardon, c'est la question, elle est très générale. Mais... Non, mais t'as raison, parce que c'est une vraie bonne question, si je peux me permettre, pour une raison très précise. C'est que le travail, pour la première fois depuis 1945, ne permet plus à la majorité des gens qui bossent d'améliorer leur niveau de vie matériel. Voilà. Donc c'est la première fois. Donc si je détaille 2 secondes, il y a 3 périodes depuis 1945. Il y a les 30 glorieuses où là 5% de hausse du pouvoir d'achat par an. En 15 ans, on double son niveau de vie en travaillant 15 ans. Juste en 15 ans, on double son niveau de vie. Donc là, ça va vite, c'est super. Mais le travail qui paye, ça n'a pas duré que 30 ans. C'est pas une truc de nostalgie de 30 glorieuses. Ça a duré 60 ans, parce que les 30 années qui ont suivi, donc en gros des années 80 jusqu'à la fin des années 2000, c'était 2% par an. Avec 2% par an, une vie de travail, on vit 2 fois mieux. Depuis une quinzaine d'années, et le fait que ce soit 15 ans a du sens, parce que ça veut dire que c'est pas qu'une parenthèse, c'est une nouvelle époque, parce que ça dure 15 ans, c'est long, c'est quasiment une demi-vie de travail. Depuis 15 ans, le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est moins de 0,8% par an, et ça veut dire qu'il faudrait théoriquement bosser 84 ans pour vivre 2 fois mieux. Et donc on voit bien que c'est pas possible, et c'est ça qui permet de dire, et c'est pas démago, c'est pas populiste, c'est pas excessif, de dire malheureusement que oui, pour la majorité des gens, bosser ne permet plus d'améliorer sa vie. Et est-ce que c'est pas la conséquence? Parce que en fait, j'ai reçu Salomé Saké, tu dois voir, qui a écrit un bouquin Résister. Je lui ai posé cette question. Est-ce qu'elle dit qu'il faut résister à l'extrême droite, mais est-ce que le problème, c'est pas justement ça? C'est-à-dire que, en fait, ce que tu décris dans le livre, avec énormément de chiffres, donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le pouvoir d'achat, il a augmenté. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si on a l'impression que c'est l'inverse, 1 litre d'essence coûte moins cher que dans les années 80, enfin, il y a 40 ans. Avec 1 heure de travail au SMIC, on s'achète 2 fois plus d'essence qu'il y a 40 ans. Voilà. Donc, voilà. Mais pourtant, c'est pas ce que ressentent les gens. Les gens, ils se disent, putain, mais je m'en sors pas, c'est pas possible, je peux pas payer mon loyer, je peux rien foutre. D'où l'augmentation je crois, de l'extrême droite, parce que d'un côté, durant 40 ans, il y a eu la gauche, la droite, les mecs qui se disent, les Français se disent, en fait, ils se foutent de notre gueule. C'est-à-dire que d'une certaine manière, moi, gauche ou droite, je m'en sors pas. Et d'une certaine manière, c'est là-dessus, à mon avis, de mon avis non politique, mais enfin non politique, dans le sens où je suis pas politicien, sur lequel se développe l'extrême droite d'une certaine manière. Mais c'est le paradoxe de l'époque et les malentendus, c'est que les deux sont vrais. C'est que le niveau de vie en France n'a jamais été aussi élevé. Et donc il y en a qui disent mais de quoi se plaignent les Français, c'est des fainéants, plus personne veut bosser, on n'a jamais aussi bien vécu, qu'est-ce que c'est ces histoires sur la pauvreté, etc. Tout ça c'est du flan. Et ils ont raison sur un point, qui est que le niveau de vie continue à augmenter, même très lentement, mais continue un peu à augmenter. Donc il n'a pas baissé. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais aussi bien vécu matériellement en France que maintenant.
Mais ce qui est nouveau et qui est vrai aussi, c'est que le niveau de vie d'aujourd'hui, c'est à peu près le même qu'il y a 10-15 ans. Ça veut dire qu'il continue à augmenter, il baisse pas, il continue à augmenter, mais très très lentement. Et donc pour la première fois depuis 45, encore une fois, c'est comme si on était arrivé à un plafond. Et donc les gens qui disent on s'en sort plus, me semble-t-il, ou le travail paye plus, ce qu'ils veulent dire c'est mais ça sert à quoi de bosser, puisque de toute façon en bossant d'une année sur l'autre, je vis pas mieux. Il y a 10 ans, je vivais pareil. Il y a 5 ans, je vivais pareil. Dans 10 ans, je vivrai pareil. Et donc, en fait, on se fait avoir. Parce que, en fait, on a perdu la dynamique et que les parents, avec leur travail, ils partaient de plus bas. Mais ils sont montés. Les grands-parents, ils partaient d'encore plus bas. Mais ils sont montés très vite. Et les gens qui bossent aujourd'hui, c'est la seule génération qui part plus haut, mais elle monte plus. Elle améliore plus son niveau de vie. Et ça, je pense que c'est ça qui alimente le sujet. Le travail ne paye plus. Au sens où, à quoi bon travailler, puisque de toute façon, dans 2 ans, dans 5 ans, je vivrai de la même manière. Donc, je me casse la tête à travailler, mais j'améliore pas mon niveau de vie. Dans tes calculs, est-ce que tu prends en considération l'immobilier? Parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet. Moi, j'ai l'impression, en tout cas dans les grandes villes, mais je pense que c'est partout, peut-être pas dans la diagonale du vide en France, mais en tout cas, c'est quand même vrai dans beaucoup d'endroits. Et moi, je prends un exemple, tu vois, très basique, qui est le mien, parce que c'est un exemple que je connais bien, tu vois, bêtement. Mais quand j'avais 27 ans, j'ai acheté mon premier appartement dans le 18e. J'ai payé 3 500 € du mètre carré, 45 mètres carrés. Ça me coûtait 130 000 €. Je gagnais à l'époque 30 000 € par an, donc je sortais d'école, quoi. En gros, enfin, à 27 ans, je sortais pas d'école, mais enfin, j'étais quand même pas très loin. Aujourd'hui, tu sors d'école. Globalement, tu gagnes peut-être, enfin, grande école, j'entends. Tu gagnes peut-être 35, mais, ou 35-40 si dans les bonnes écoles. Mais c'est 10 000 € du mètre. Enfin, tu vois, il y en a un qui a fait x3 et l'autre qui a fait x0,2, quoi. Enfin, je sais pas, mais. En fait, c'est essentiellement l'immobilier qui explique que c'est que 0,8% par an. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça prend en compte l'immobilier. Il y a des choses qui sont moins chères qu'il y a 10 ans, typiquement les téléphones par exemple, ou l'essence. Mais l'immobilier est plus cher. Et pour répondre à ta question, en moyenne, il y a des calculs. Alors je les ai découverts après le bouquin. Donc je les ai pas cités, mais sinon j'aurais cité dans le bouquin des calculs d'un économiste du ministère du Logement qui s'appelle Jacques Frigit, et je le cite parce que ces calculs, ces sources sont accessibles publiques sur le site du ministère du Logement, et il calcule de façon hyper convaincante, robuste, source de l'INSEE à l'appui, que aujourd'hui, en moyenne en France, pour avoir le même appart qu'il y a 20 ans, il faut travailler 2 fois plus. Et dans les métropoles, Paris, Lyon, Marseille, alors c'est une moyenne, hein, c'est pire à Paris, c'est 3 fois plus qu'avant. Donc, ça correspond à peu près à ton calcul, c'est-à-dire 3 500 pour 35 000 ou 30 000, et 10 000 pour 35 000, c'est à peu près l'ordre de grandeur, 2 fois et demi. Et t'es une illustration d'une règle plus générale, malheureusement, hein, d'une règle plus générale qui est que oui, les enfants, si on prend un truc générationnel sur 20 ans, ne peuvent pas avoir non seulement ils peuvent pas avoir le même appart que leurs parents, mais s'ils travaillent comme leurs parents, ils auront un appart 2 fois plus petit. Ou 3 fois plus petit. Ou 3 fois plus petit à Paris. Voilà. Et donc en fait, 3 fois plus petit, quand c'était 80, ça fait 30 ou 25. 25 avec une famille, c'est impossible. Ouais. Et donc, ils déménagent, etc. Et ça crée aussi tout ce qu'il y a, les temps de transport, d'où le développement aussi du télétravail, la semaine de 4 jours, etc. Ça, le fait que le travail ne paye plus, au sens, encore une fois, où il permet pas de vivre de mieux en mieux de son travail, ça change tout dans notre rapport au travail, dans notre rapport aux entreprises, dans notre rapport au futur. C'est vraiment une matrice qui change tout. Alors, j'ai une question pour toi. On parle beaucoup des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Ouais. Durant les 20 dernières années, ce qu'on a observé, c'est le développement du digital. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas nier que le digital, avec une promesse qui était des gains de productivité monstrueux. Où est l'argent ? Non, parce qu'en fait, tu vois... Ouais, mais si tu veux, il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Gordon, qui dit exactement la même chose que toi, et qui dit les gains de productivité, on les voit partout, sauf dans les statistiques et dans les salaires. Voilà. Et donc là, après, il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a une école qui dit ouais, mais c'est parce que les statistiques comptent pas bien, et puis la manière de comptabiliser les salaires, c'est pas très fiable non plus.
Ça, honnêtement, pour ma part, je pense que c'est complètement bullshit. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de gain de productivité fort créé par la digitalisation et les nouvelles technologies. Et donc, si on tire cet exemple-là sur l'IA, moi, je fais partie de ceux qui disent oui, allons-y à fond dans l'IA, parce qu'on en a besoin pour plein de raisons, puis ça peut, plein de raisons que tout le monde connaît, je vais pas développer là. Mais attention, ne racontons pas de crack aux gens. Ça ne va pas faire qu'on va retrouver les gains de productivité et donc les évolutions salariales des 30 glorieuses. Ça, c'est bullshit total. Mais alors, justement, moi, je me pose une question. Moi, je suis hyper digital savvy. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai évolué dans le monde du digital depuis quasiment toute ma carrière. J'ai vraiment beaucoup bossé dans ces sphères et dans les startups et compagnie. Mais là, je me demande, est-ce que les 50 milliards, entre guillemets, qu'ils veulent mettre dans l'IA, faudrait pas les mettre dans l'industrie? Parce que un des points que tu soulèves et qui explique quand même pourquoi les salaires ne paient plus, c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie qu'une industrie de service. En vrai, en fait, les salaires ne bougent pas, quoi. Dans les services, en tout cas les services peu qualifiés, ça bouge pas. Prends un coiffeur, un enseignant, un aide-soignant. On peut pas coiffer plus vite ou soigner plus vite ou enseigner plus vite. Ça, c'est pas vrai. Donc la productivité, c'est-à-dire le fait de faire mieux ou plus pour le même temps de travail, ça existe pas ou beaucoup moins. Et si on lit un livre plus vite, même pour l'élève, si on lit un livre plus vite, on va le lire moins bien. Donc ça existe pas. Et donc dans une économie désindustrialisée comme la nôtre, structurellement, on peut pas retrouver un travail qui paye pour beaucoup de gens. Donc oui, il faut réindustrialiser. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple de l'Allemagne, dont l'industrie est 3 fois plus forte que la nôtre en volume, même si on dit qu'elle a des problèmes, on aimerait bien avoir les problèmes qu'elle a, parce que quand même, ils sont 3 fois plus forts que nous en volume. Ils n'ont pas ce problème de décrochage du pouvoir d'achat, au sens, ils ont toujours des salaires qui continuent d'augmenter en Allemagne davantage que nous. Et est-ce qu'on aurait dû mettre les 50 milliards de l'IA sur l'industrie? Moi, j'ai tendance à dire, en fait, il faut faire les deux. Oui, mais le problème, c'est que... Ouais, mais ça veut dire les faire les deux. Il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. On a 1650 milliards de dépenses publiques par an. Et c'est juste que les économies, il faut pas les faire sur les dépenses d'avenir, et donc il faut les faire ailleurs, on peut en discuter, hein, et donc il faut investir et dans la formation, dans l'éducation, dans l'IA et dans l'industrie. Voilà, c'est ça qui va permettre de retrouver un travail qui paie, des perspectives d'avenir où chacun se projette en se disant dans 10 ans, je travaillerai autant ou peut-être un peu plus et je vivrai mieux. Et pas la projection d'aujourd'hui qui est dans 10 ans, je travaillerai à peu près ou peut-être un peu plus et je vivrai à peu près de la même manière. Voilà. Moi, c'est l'expérience de ma vie, en tout cas. Je travaille toujours plus. Je gagne plus, mais je vis pas beaucoup. Enfin, je vis mieux, mais pas beaucoup mieux. Ouais, mais ça, là aussi, t'es à l'image de beaucoup enfin, à l'image de la grande majorité. Il y a des exceptions dans un sens, avec des gens qui vivent moins bien et d'autres qui vivent beaucoup mieux. Mais la moyenne, l'avantage de la moyenne, c'est que ça parle enfin, que c'est la réalité du plus grand nombre. Et oui, pendant 60 ans, on s'est dit, dans 10 ans, grâce à mon boulot, je travaille. En plus, pendant ce qui est aussi la deuxième rupture, non seulement le travail ne paye plus, mais la durée du travail a arrêté de diminuer. C'est-à-dire que pendant 60 ans, elle a diminué. De génération en génération, on a travaillé de moins en moins. 2200 heures au sortant de la guerre, 2000 heures au milieu des années 70, 1008 les années 90 et puis 1006 depuis 25 ans. La nouveauté sur la durée du travail, c'est pas qu'on travaille moins aujourd'hui, c'est qu'on travaille pareil qu'il y a 25 ans et que c'est la première fois qu'une génération travaille le même temps de travail que la génération précédente. C'est ça, là, elle est là la rupture. Et donc, pendant 60 ans, on s'est dit, dans 10-15 ans, je vivrai mieux en travaillant un peu moins. Et c'était vrai. Et depuis 15 ans, on se dit, je vais dans 10-15 ans, je travaillerai à peu près la même quantité, peut-être même un peu plus, et je vivrai à peu près pareil. Alors quand je te demandais où est passé l'argent, il y a des gens qui disent l'argent il est parti chez les pauvres. En fait, le problème fondamentalement c'est les aides sociales, etc., etc. Tu vois très bien ce discours qui est plutôt qu'on associe à la droite. Et de l'autre côté, ce qu'on associe à la gauche, c'est l'argent part chez les plus riches, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des actionnaires qui s'enrichissent, on voit, et c'est lié bien sûr aux réseaux sociaux, à Instagram et tout, mais on voit des... Enfin, alors tu connais mieux les chiffres que moi, mais une grosse partie de cette croissance qui est partie chez les plus fortunés en fait.
Ouais, alors ni l'un ni l'autre sont vrais en fait. Quand on regarde les trucs précisément, et si je dis mais alors il est où le parti, l'argent il est parti où? Essentiellement dans les retraites en fait. Et c'est pour ça aussi que ni la gauche ni la droite ne le disent, pour des raisons électorales. Donc je vais développer ça. L'argent il est pas parti chez les riches. En France en tout cas, parce que là aussi, statistiques de l'INSEE, du Trésor, de la Banque de France qui sont publiques, que chacun peut vérifier. Le partage de la valeur travail-capital en France, il est stable depuis 1945. C'est-à-dire que c'est toujours quand il y a 100 euros de valeur qui est créée dans une boîte, il y a 2 tiers pour le travail, 1 tiers pour le capital. Et c'est la même chose qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans. C'est la même chose, pour le dire autrement, que quand le travail payait. Donc s'il y avait 2 tiers, 1 tiers, le travail payait. Aujourd'hui, il y a toujours 2 tiers, 1 tiers, le travail paye plus, c'est que c'est pas ça la cause. Premier truc. C'est pas vrai non plus qu'il est parti chez les pauvres. Parce que en un sens, il n'y a pas assez de pauvres, ou on leur donne pas assez d'argent, on peut le dire comme on veut, mais on dépense à peu près 20-30 milliards de plus par an pour la solidarité, assurance chômage, RSA, etc., qui a 50 ans. Mais ça fait à peine un point de PIB, donc c'est pas énorme, parce qu'entre-temps, nos dépenses publiques, depuis 40 ans, elles ont augmenté de 300 milliards. Et c'est ces 300 milliards-là qu'on prend essentiellement sur les gens qui bossent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le travail ne paye plus. C'est que il y a 50 ans, quand on bossait, qu'on gagnait 100 balles. On en gardait 69. Il y a 30 ans, quand on bossait et qu'on gagnait 100 balles encore, on en gardait 60. Aujourd'hui, quand on gagne 100 euros en travaillant, on en garde 54. Donc, c'est pas la seule cause, hein. Il y a aussi la désindustrialisation et la moyennisation des compétences, mais c'est l'écart entre le brut et le net qui n'a cessé de se creuser. Mais il s'est creusé pas parce que les riches ont piqué le pognon, ou pas parce qu'on en a donné trop aux pauvres. L'argent qu'on prend de plus en plus aux travailleurs, et les 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants, donc c'est pas que les salariés, il va dans les dépenses sociales. Et que dans l'argent supplémentaire, il va que dans les dépenses sociales. 310 milliards d'euros par an de dépenses sociales en plus par rapport à il y a 40 ans. Et sur ces 300, donc c'est à peu près 11 points de PIB, et ces 300 milliards d'euros, c'est plus de la moitié dans les retraites, un peu dans l'assurance maladie, et les 30 milliards dont je parlais sur les dépenses de solidarité. Mais on voit bien que l'argent pour les pauvres, entre guillemets, si on le dit de façon très cash et très crue, l'argent qu'on prend en plus pour les pauvres par rapport à il y a 40 ans, c'est 10% de l'argent qu'on prend en plus. Les 90% qui restent, c'est les 3/4 des retraites et un petit quart de l'assurance maladie. Et donc en fait, c'est ça aussi qui fait que ça bouge pas. C'est que une fois qu'on a dit ça, il y a 18 millions de retraités, 14 millions de retraités qui votent, qui vont dire bande de salauds, c'est pas vrai ce que vous dites, vous déformez ou ceci ou cela, ou en tout cas peu importe, mais quelqu'un qui dit ce que je dis, qui se présente aux élections, il est sûr de perdre. Comme les partis, ils sont quand même plutôt là pour gagner, ils le disent pas, donc on change pas, donc on continue de s'enfoncer dans la vase, avec la gauche qui dit c'est la faute des riches, et la droite qui dit c'est la faute des pauvres. Mais en attendant, comme les deux sont faux, on résout pas le problème. On va creuser sur cette histoire de retraite, parce que ça m'intéresse, parce que du coup il y a la réforme des retraites qui a fait un tollé total. Ce que je peux à juste titre d'ailleurs. Voilà, ce que j'allais dire, ce que je peux comprendre, parce que c'est pas égal de demander à tout le monde de partir à un âge en fonction de la pénibilité du travail. Enfin, on sait bien que les réalités sont très différentes d'un Français à l'autre. Et en ça, c'est clair que c'était pas la bonne réforme. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment on arrive dans une situation où, et par ailleurs, il va y avoir de plus en plus de retraités parce que la France vieillit, donc on sait que ça va dans le mur, cette histoire de retraite. Moi, je dis c'est ça depuis que je suis jeune, et j'imagine que toi tu l'as en tête aussi, c'est de se dire en fait j'aurai pas de retraite. Enfin, le système il va tomber parce que ça n'a aucun sens. C'est sûr que c'est un problème démographique. Mais... Oui, voilà, c'est un problème démographique, mais donc ça marche pas. Mais ça marche d'autant moins que j'avais pas en tête ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en fait le problème il est dans les aides, oui, dans les retraites quoi, tout simplement. Disons, c'est pas le seul problème. Encore une fois, c'est-à-dire, c'est les problèmes les problèmes principaux, du fait que le travail ne paye plus, c'est la désindustrialisation et le fait qu'on sous-investit dans les compétences et qu'on est devenu un peuple moyennement compétent et qu'on est devenu du coup maintenant plutôt un peuple de consommateurs et de services, une économie de services peu qualifiée, plutôt qu'une économie de producteurs et de personnes qui innovent, d'innovation et de production. Donc, c'est des facteurs plus importants
que les retraites, ça. Donc, faut vraiment garder ça en tête, sinon on tombe dans un truc, c'est la faute des retraités. C'est pas ce que je dis et c'est pas la réalité. Mais sur la part des dépenses publiques, donc du prélèvement sur les salaires, enfin, ou sur tous les travailleurs, et du fait qu'on gagne 15 € de moins sur 100 que il y a 40 ans, là, pour le coup, c'est factuel aussi. Ça, c'est les retraites. Et c'est pas, c'est essentiellement les retraites, pas que, hein, mais les 3/4 des retraites. Et c'est pas une entourloupe générationnelle, etc. C'est pas ça. C'est simplement un problème démographique de base, mais dont on n'a pas tiré les conséquences. Et le problème démographique de base, il se résume de façon très simple et globalement juste. C'est que les retraités d'aujourd'hui, ils ont eu à peu près 2 fois moins d'enfants que leurs parents. Sauf que eux, ils n'ont pas cotisé pour les retraites, les retraités d'aujourd'hui. Ils payaient la retraite de leurs propres parents. Mais ils étaient 2 fois plus que ceux qui bossent aujourd'hui pour payer la retraite des parents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que les cotises retraite, elles ont doublé. Aujourd'hui, on est 2 fois moins qu'il y a 40 ans pour payer les retraites des retraités, en proportion. Qui eux-mêmes sont... Oui, qui sont nombreux. Il y a 40 ans, ils étaient 3 pour 1, et maintenant, on est 1,7 pour 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait les cotises? Elles ont doublé. Aujourd'hui, le prélèvement sur salaire pour les retraites, c'est 30%. C'était 15% au début des années 80. Et c'est pas que ça, mais c'est essentiellement ça qui fait que la part entre le brut et le net, elle a diminué. Et du coup, ça pose une question de maintenant que le travail ne paye plus, qu'on est dans une situation avec une économie au ralenti, que c'est plus dur, la situation de la France au 21e, elle est plus dure qu'il y a 40 ans. Comment on répartit les efforts entre tous les Français? Est-ce que c'est on demande des efforts que aux travailleurs en disant, bon, les gars, pas de bol, hein, il fallait naître 40 ans plus tôt, ou 40 ans plus tard, j'en sais rien, enfin, je pense que c'est plutôt 40 ans plus tôt, où on se dit, bon, voilà, on est tous des citoyens français, on est embarqués dans la même aventure collective, il n'y a aucun retraité qui a envie que ses enfants et ses petits-enfants vivent moins bien qu'eux, donc en fait, on répartit les efforts. Et on répartit les efforts. Il ne s'agit pas de dire haro sur les retraités, pas du tout. La guerre des générations, ça va nous faire perdre encore plus de temps, et puis en plus, ça serait injuste. Mais si on se dit tout le monde doit faire des efforts, y compris les retraités, faut dire lesquels. Et là où moi je pose, évidemment les petites retraites, en plus on peut pas travailler, donc il faut leur foutre la paix et continuer de les revaloriser chaque année. Pas de sujet. Mais quand on gagne à la retraite plus que la moitié des gens qui gagnent leur argent en travaillant à plein temps, et ça, c'est les gens qui ont des pensions de retraite à peu près à 2000 ou 2100 €, parce que le salaire médian en France, c'est 2100 €, 2091 exactement. Pour les 20% de retraités qui ont des pensions de retraite par personne supérieures à 2000 €, non seulement c'est pas indécent, mais en plus ça me semble juste, légitime et nécessaire du point de vue de l'intérêt général de leur demander un effort qui consisterait pas à baisser leur pension, mais à arrêter de la revaloriser chaque année pendant 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et ça, comme on dépense tellement d'argent pour les retraites, 410 milliards chaque année, que si on arrête de revaloriser, ça dégage de l'argent pour mettre sur l'industrie, sur la transition énergétique, sur l'éducation, sur les compétences, pour préparer la France de demain, au lieu de saturer la consommation, et même pas la consommation. Dernier argument pour demander un effort aux personnes les plus âgées, c'est que il y a une absurdité économique totale dans notre pays qui est que le taux d'épargne augmente avec l'âge. C'est-à-dire, plus t'es vieux, plus t'as de l'argent pour épargner. Oui, ce qui est un truc, c'est chiffre Banque de France, tout le monde peut vérifier. Donc, les plus de 65 ans, c'est 25% de l'épargne. Donc, en fait, quand on arrête les discours techno, c'est quoi? C'est des travailleurs qui payent des pensions de retraite supérieures aux cotisations qui ont été acquittées pour que les personnes épargnent et non consomment. Et ça dégrade le niveau de vie, en tout cas ça l'empêche d'augmenter le niveau de vie de ceux qui travaillent. Donc c'est absurde. La seule raison pour laquelle on est dans cette situation, c'est le fait que les moins jeunes, en dessous de 60 ans, votent beaucoup moins que les retraités. Et tant pis pour eux, à la fin, en un sens, ils sont responsables de ce qui leur arrive parce qu'ils ont qu'à voter. Mais quand même, d'un point de vue d'intérêt général, d'équité intergénérationnelle, d'efficacité, de préparation de l'avenir de la France, de notre indépendance et de notre liberté demain, on fait n'importe quoi. Mais ce que tu disais, en même temps, il n'y a aucun parti qui propose de
Bah pour l'instant, c'est en train de changer parce qu'il y a, alors je travaille pas du tout pour lui en particulier, je travaille pour aucun parti, mais ça bouge. Je prends un exemple parce il est sorti publiquement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y réfléchissent, mais l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, à 2 reprises là, depuis un mois, s'est engagé à proposer par référendum, qui est la proposition que je fais aussi dans le bouquin, une proposition de loi pour que le travail paye plus. Et alors, il n'est pas très clair sur la manière dont on va financer tout ça. Il est clair sur la solution qui est, on va réduire l'écart entre le brut et le net. Et ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, évidemment. Il n'est pas très clair sur la manière dont on finance. Mais en tout cas, ça avance quand même, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire, moi, j'ai pas rencontré un seul responsable politique ou candidat potentiel à la présidentielle de 2027 qui considère que le pouvoir d'achat, il n'y avait pas de journalistes, etc. Donc c'était pas du bullshit, qui considère que le pouvoir d'achat sera pas un sujet central. Et dans le pouvoir d'achat, c'est plus profond que ça, parce que le pouvoir d'achat, on dirait je vais acheter plus de trucs. C'est pas ça, c'est le mérite et le travail comme principe de distribution des places dans la société. Voilà, c'est-à-dire c'est par le travail et par le mérite que on trouve sa place et pas par la naissance ou la rente ou l'héritage. Alors, pour ceux qui s'y intéressent, on va quand même parler tout à l'heure de l'héritage et du capital, parce que j'ai quand même des questions là-dessus, mais je voulais juste continuer sur les retraites. C'est pas le problème, mais c'est un des problèmes, et c'est un des grands problèmes. Aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, c'est marrant, parce qu'on a un imaginaire des retraités qui sont pauvres, alors qu'en fait, on est dans une situation où les retraités vivent mieux que ceux qui travaillent, ce qui semble complètement fou, parce que eux, ils ont bénéficié des loyers ou des appartements pas trop chers quand ils étaient, entre guillemets, force de travail. Donc eux, ils ont, voilà. Par ailleurs, ils ont une retraite qui est supérieure à ce qu'ils ont cotisé, parce qu'ils étaient plus à cotiser pour les parents. Leurs parents de l'époque. Exactement. Et du coup, on se retrouve dans une situation où les retraités vivent, et ils se rendent pas compte parce qu'on est toujours critique par rapport à son niveau de vie, mais ils vivent mieux que ceux qui travaillent. Et ça n'a aucun sens non plus. C'est-à-dire que, c'est une espèce de préférence française pour le non-travail. Et oui, mais t'as raison. C'était très précis ce que tu as dit, si je peux me permettre. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a eu une évolution grâce au travail. On a vécu de mieux en mieux. Une sincérité mais j'ai le droit à ce que j'ai cotisé. J'ai cotisé toute ma vie. Mais ce que je dis souvent à des personnes, mais moi, je veux vous protéger de ce raisonnement-là. Parce que si on appliquait ce raisonnement-là, il faudrait baisser les pensions de retraite de 30 à 50%. Pour une raison simple, qui est que comme ils ont eu 2 fois moins d'enfants que leurs propres parents, ils ont cotisé 2 fois moins qu'aujourd'hui. Et donc, si on appliquait ce principe-là, évidemment, on baisserait les pensions de retraite. Donc, il faut faut continuer à avoir des pensions de retraite supérieures à ce qui a été payé pendant la vie, mais peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Et puis voilà, partager le diagnostic et faire en sorte qu'on arrive quand même à réorienter une part de nos dépenses publiques vers l'avenir du pays. Voilà, c'est-à-dire c'est l'avenir du pays, c'est simple, c'est l'éducation, la transition énergétique et l'industrie. Oui, c'est ça. Pas l'armement. Parce que là, pour l'instant, l'armement, là, je le mets dans l'industrie quand même, parce que l'armement, si on n'est pas capable de se défendre, à un moment donné, toutes nos discussions, on les aura plus, quoi, parce tu pourras pas le publier, ton podcast. Ouais. C'est clair. Il y a un deuxième sujet, qui est-ce qu'on peut s'en sortir sans héritage? Parce qu'en fait, du coup, la conséquence de tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire des personnes âgées qui économisent plus que les actifs, ce qui semble complètement dingue. Ce qui est dingue, parce qu'ils économisent avec l'argent que les actifs leur donnent. Oui, c'est ça. Et derrière, et on voit bien que c'est inégalitaire, donc par définition, derrière, il va y avoir des héritages qui vont être extrêmement importants. J'ai lu alors c'est pas chez toi, mais j'ai lu un article assez important, je pense que c'était The Atlantic, donc un article américain qui expliquait que la génération à venir va être la génération qui aura le plus d'argent, qui a jamais, voilà, qui a jamais existé. Sauf que ça va être complètement inégalitaire totalement, parce qu'en fait c'est l'argent des retraités qui ont beaucoup d'argent va être versé. Et il y a une question liée qui est le taux d'impôt, tout simplement. Et je voudrais revenir donc justement sur le taux d'impôt des héritages. Ouais. Et après, on va parler du taux d'impôt du capital, parce qu'il y a aussi une question là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Sur l'héritage, il y a me semble-t-il 3 trucs à avoir en tête qui sont hyper structurants. La première, c'est que même si ça fait pas plaisir de l'admettre, et même si ça fait très mal au cœur de l'admettre, on est en train de redevenir une société d'héritiers.
C'est-à-dire dans lequel, ça veut dire quoi une société d'héritiers? Ça veut dire une société dans laquelle ce qui explique ce que chacun a, c'est d'abord la naissance et après le mérite ou le travail individuel. Et ça, on en était sorti. C'était 35% de la richesse de chacun venait de l'héritage jusque dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est 60%. Et ça, c'est un rapport du Conseil d'analyse économique, Repenser l'héritage, décembre 2021, qui est public, qu'on trouve en 10 secondes. Voilà. Vous pouvez vérifier ces chiffres-là. Et c'est ça qui permet, quand 60% de ce qu'on a, en moyenne, ne vient plus de son travail, de son mérite, mais du hasard de la naissance, alors la majorité de ce qu'on a ne vient plus du travail et du mérite, et donc c'est ça qui permet de dire ok, on est redevenu une société dans laquelle on n'est plus une société du travail, au sens où quand on prend les gens dans la rue, ce qui explique ce qu'ils ont, c'est pas eux, c'est le hasard de leur naissance. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vraiment notre pacte social fondé sur le travail. Alors on peut dire bah oui, bah c'est comme ça, hein, on est redevenu une société de la naissance et pourquoi pas, etc. Mais à ce moment-là, il faut assumer de dire qu'on n'est plus une société méritocratique et du travail. Et du coup, il y a un certain nombre de personnes qui vont décrocher ou aller ailleurs et on va tous s'appauvrir. Donc c'est pour ça aussi, c'est l'intérêt de tous et c'est ce qu'il y a de moins injuste, une société dans laquelle la majorité, pas toute la richesse, mais la majorité de la richesse de chacun vient de son travail et de son mérite et pas de la naissance. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus juste, mais je dirais que c'est quand même ce qu'il y a de moins injuste. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est de notre faute si c'est comme ça. C'est-à-dire que ça pourrait être autrement. Ça vient du fait que on taxe le travail de plus en plus et on le taxe 8 fois plus que l'héritage. Donc on facilite l'enrichissement par la naissance plutôt que l'enrichissement par le travail. Et ça, c'est notre choix à nous, Français, parce que c'est des taux de fiscalité qui sont votés gauche, droite, centre, voilà, depuis 45 ans. Et qu'est-ce qui permet de dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont se dire, mais ils racontent n'importe quoi. Le taux des droits de succession, c'est 45%, au-delà d'1,8 million. Si vous allez sur Google, vous mettez les droits de succession, le mot technique, c'est DMTG, droit de mutation à titre gratuit. On tape ça, on voit à partir de 1,8 million, 45%. Mais ça, c'est le taux apparent. Le taux apparent, il prend pas en compte, tous les abattements et les exonérations. Et quand on prend en compte tous les abattements et les exonérations, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 300 milliards de flux financiers ou patrimoniaux qui sont transmis chaque année. Et le produit des DMTG, des droits de succession, c'est 18,6 milliards en moyenne sur les dernières années. 300 divisé par 18,6, ça fait 6. Ça fait 6%. Et le taux de taxation du travail, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 46%. Et donc, 46 versus 6, il vaut mieux, pour avoir de l'argent, hériter que travailler. Et ça, c'est un choix de société. Et donc, ça aussi, on peut changer. L'avantage aussi, c'est la dernière chose que je voulais dire sur l'héritage, c'est que comme le patrimoine est hyper concentré en France, c'est ce que tu as dit, on peut foutre la paix à 90% des gens qui héritent, c'est-à-dire tous les gens qui héritent moins de 500 000 euros, ça on peut leur foutre la paix, parce que c'est pas le sujet et c'est pas avec ça que ça crée les inégalités irrattrapables, donc soit pas augmenter, voire même un peu baisser, et à partir de 500 000 euros par personne, qui est le seuil d'entrée dans les 10% des plus gros héritiers, mettre non pas augmenter les taux d'imposition, mais mettre des taux d'imposition minimaux, parce que avec ce jeu des abattements et des exonérations, en fait, plus ton héritage est important, moins tu payes de droits de succession. Ce que les économistes appellent un taux dégressif. Plus t'en as, moins tu payes. Et donc, faudrait mettre des taux pas confiscatoires, hein, mais minimaux. Moi, le problème, la proposition que je fais dans le bouquin, c'est on dit minimum 10% à partir de 500 000 balles. Donc, c'est-à-dire minimum 50 000 par personne. Hein. Par personne, ouais. Donc 500 000 euros par personne. Donc 50 000, il va rester 450 000 à la personne. On n'est pas dans une société confiscatoire. Et à partir du 1%, qui est autour de 4 millions. Là on dit 20 à partir du 1% des plus gros héritages, donc à partir de 4 millions là aussi par personne, on dit c'est minimum 20%. Ok, 20%, ça fait 800 000. Il va rester 3 millions d'eux. On n'est pas non plus dans une société confiscatoire. Ça va aller, quoi. 20% sur l'héritage, c'est 2 fois moins que ce que paye un salarié qui gagne son argent en travaillant. Donc, puisque le taux de taxation est à 46, encore une fois. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu long sur l'héritage, mais c'est fondamental. C'est hyper intéressant. Et je vais te faire l'avocat du diable.
quand même. Alors d'abord, l'avocat du diable, c'est de se dire, je vais devoir payer des impôts sur un truc sur lequel mes parents ont déjà payé des impôts. Et ça, c'est profondément pas juste. Et la deuxième chose, et ça, je pense que c'est un jeu politique, c'est que les gens pensent que ça va les toucher eux, alors qu'en fait, ce que tu disais, c'est 500 000 euros par personne. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je sais que je vais pas clairement pas toucher ça, même en divisant avec moi mon non frère. plus. Oui, t'as raison sur les deux points. Je vais répondre sur le premier, mais sur le deuxième, oui, juste pour donner un chiffre, 82% des Français aujourd'hui sont hostiles à l'augmentation des droits de succession, parce qu'ils se disent que ça va les concerner, et en fait, ils n'ont pas du tout conscience de l'inégalité de la répartition du patrimoine en France. La France est un pays hyper égalitaire du point de vue de la rémunération du travail et hyper inégalitaire du point de vue de la répartition du patrimoine. Donc ça, je pense que quand même on peut le surmonter avec une partage des informations. Et typiquement, on ferait un truc en disant on va baisser les droits de succession pour tous ceux qui ont moins de 500 000. Ça ouvre tout de suite, ça calme le débat et ça permet de le lancer sur de bonnes bases. Et sur ton premier point, c'est vrai. Moi, c'était l'argument notamment de Nicolas Sarkozy en 2007 en disant mais c'est profondément injuste les droits de succession. Alors il y a eu la formule de Reagan, c'est un impôt sur la mort. Bon, mais c'est pas ça. C'est je me suis constitué un capital par le fruit d'une vie de travail, et là, quand je vais le transmettre à mes enfants, vous allez me le taxer une deuxième fois, bande de salauds. Et je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut reconnaître que c'est vrai. Que cet argument-là, il est dans plein de cas vrai. Mais il y a deux choses, non pas pour dire que l'argument n'est pas vrai, c'est qu'il faut le concilier avec deux autres choses qui sont aussi vraies que cet argument-là. La première, c'est que, encore une fois, 60% de ce qu'on a aujourd'hui, chacun d'entre nous, ne vient plus de notre travail. Donc, oui, il faut permettre la transmission, mais en même temps aussi, on veut être une société du travail. Donc, il faut concilier les deux. Donc, ça veut dire que, peut-être il va falloir, là où il y en a le plus, il va falloir quand même aller prendre un peu, même si c'est le fruit d'une vie de travail, parce qu'on veut que à chaque génération, les cartes soient redistribuées, parce que l'argument de Sarkozy, à la fin, ça conduit à dire il faut pas taxer du tout les successions. Si c'est le fruit d'une vie de travail et qu'on veut pas taxer deux fois, faut pas taxer du tout. Mais à ce moment-là, au bout de 2 générations, on n'est plus du tout une société du travail. Ça sert à rien de travailler. Il vaut mieux bien être. Et on revient à la société de l'ancien régime en 50 ans. Et ça, on veut pas. Donc, on voit bien qu'il faut concilier deux principes contradictoires. Mais contradictoire, ça veut dire que quand même, cet argument-là, il est bon. Faut pas le jeter à la poubelle en disant bande de salauds, tout ça. C'est vrai que il y a quelque chose d'injuste à taxer une deuxième fois le fruit d'une vie de travail. Mais il faut le concilier avec le fait qu'on veut redistribuer les cartes à chaque génération. Bon, pour rester une société du mérite et du travail. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand même, l'argument, je l'appelle l'argument de Sarkozy, parce qu'il en a beaucoup parlé en 2007, il s'est beaucoup battu là-dessus, c'est de moins en moins vrai avec le temps. Là, pour le coup, une raison factuelle, c'est que l'âge moyen maintenant, où on reçoit un héritage, c'est 59 ans. Donc, ce qu'on reçoit et qu'on va transmettre, si on l'a reçu à 59 ans, c'est pas le fruit d'une vie de travail. C'est le fruit de la vie du travail des parents. Et donc, les petits-enfants qui vont le recevoir, c'est le fruit d'une vie de travail des grands-parents. Et là, du coup, on commence à voir que c'est plus du tout la même chose. C'est la perpétuation des inégalités de génération en génération. Et on n'est plus dans la transmission des fruits d'une vie de travail si l'essentiel de ce qu'on se transmet ne vient pas de son travail. C'est ça, et puis surtout, c'est une accélération des inégalités, parce que c'est ce que tu disais un petit peu. Parce qu'en fait, si moi, je te donne un immeuble, que toi, parce que je t'ai donné un immeuble, du coup, tu peux en racheter un, du coup, t'en as 2, du coup, à tes enfants, t'en donnes 2, qui, eux, vont en acheter 4, et du coup, je veux dire, concrètement, ça fonctionne pas. Bien sûr. Et puis, en plus, quand on a eu la chance, comme moi, de parler 10 secondes de moi, mais d'avoir été à la fois fonctionnaire, cadre dirigeant et maintenant chef d'entreprise, on se rend compte que, en fait, plus on a d'argent, moins c'est difficile d'en gagner. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, quand tu as un immeuble, c'est beaucoup plus facile d'en avoir 5 30 ans après que de n'avoir rien du tout au départ et d'avoir un immeuble au bout de 30 ans. Ah, donc c'est parce que et là pour le coup c'est sans doute ça, c'est sans doute inévitable parce que l'argent permet quand on a de l'argent on peut investir, donc prendre des risques, donc faire de l'argent. Donc voilà, ça c'est sans doute inévitable, mais
raison de plus pour qu'à un moment donné, il y ait une forme de corde de rappel pour que ceux qui ont rien à la naissance, grâce à leur mérite et à leur travail, ils puissent quand même, au bout d'une vie de travail, avoir quelque chose, quoi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.